けたいギリギリの勝負で Get to life 時間はそんなにないぜそれが Start away I want this only 探し求めるあの黄色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I why きっとこのままの Pain Trans Continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Relive de Classics et je viens de me rendre compte que j'ai mal noté le nombre d'épisodes. Enfin, là on est à l'épisode 65, pas 64 comme j'ai mis dans le tweet, mais bon ça c'est une autre histoire. Et donc pour ce combat là, toujours en compagnie de Loman. Salut Loman, comment ça va? Salut à tout le monde, en super forme, prêt pour le nouveau Classics. Exactement. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Chris Eubank contre Nigel Benn, numéro 1. Donc, comme d'habitude, avant le combat, le contexte. Nous sommes le 18 novembre 1990. Nigel Benn est sur une année absolument pharaonique. Son début de carrière s'est beaucoup fait sur le circuit anglais, dont il est natif. Il a enchaîné les victoires, enchaîné les KO. Et en 1988, il a remporté le Commonwealth Title de la division Middleweight, titre qu'il a défendu à quelques reprises tout au long de l'année 90. Sauf que en mai de 1989, il connaît sa première défaite en carrière et un putain de gros stop face à un certain Michael Watson qui inscrira quand même son nom dans le. Je sais pas si on peut dire la légende, mais en tout cas inscrira son nom dans les noms vraiment à retenir de la boxe dans les années suivantes. Et ce soir-là, face à Nigel Benn, Watson fait une performance absolument fantastique et finit par arrêter Nigel Benn au 6e round. Et donc, après cette très très lourde défaite, Nigel Benn décidera de s'exporter aux États-Unis dès la fin de l'année 89. Il enchaînera 3 combats sans titre en jeu avant d'être opposé à Doug Dewitt, qui était un vétéran de la division, qui avait affronté beaucoup de gars dans la division, notamment Thomas Hearns, où il avait donné une très très belle réplique. Il avait affronté Milton McCrory également, et il a été champion WBO des middleweight et le champion inaugural de cette division, de cette fédération dans cette division, titre qu'il avait récupéré face à Robbie Sims, demi-frère de Marvin Hagler, et qu'il avait défendu face au très très bon Matthew Wilton, ancien champion IBF des super welterweight. Et Doug Dewitt, je ne sais pas si on peut dire que c'était une star à cette époque-là, mais c'était un nom. Tu savais que quand tu allais voir un combat de Doug Dewitt, tu pouvais être sûr que tu allais avoir un combat de fou, une guerre atomique. Et ça n'a pas manqué face à Nigel Benn. 8 rounds apocalyptiques avec des retournements de situation dans tous les sens, des rounds, notamment le 3e, qui sont absolument fous. Et voilà, une intensité au global assez exceptionnelle. Et Nigel Benn remporte ce combat-là par ticket au 8e round sur un stoppage assez violent de ce que je me souviens, et donc devient pour la première fois champion du monde au format WBO. Et pour poursuivre cette année 1990, il affronte en août je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut dire le grand Iran Barclay, célèbre vainqueur légendaire pour son duel face à Thomas Hearns et cet upset de 1988 absolument fou, qui sort lui-même d'un gros upset face à Roberto Duran dans le combat de l'année 1989, avec également une autre défaite très honorable face à Michael Nunn en août 89. Et donc, après une année de hiatus,
Il est opposé à Nigel Benn pour tenter de se remettre dans la course au grand nom des middleweight. Et ce combat, c'est un des plus grands premiers rounds de l'histoire de la boxe. Il ne durera que 2 rounds, enfin il ne durera qu'un seul round, pardon. Il sera arrêté à 2 minutes 57 du premier round, mais en 2 minutes 57, il se passe une quantité de choses qui sont absolument folles. Et Nigel Benn finit par remporter ce combat sur un arrêt qui sera controversé. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de troisième combat, de deuxième combat entre les deux, que ça aurait pu être intéressant, mais en tout cas, il bat un très grand nom qui fera de très grandes choses par la suite, qui deviendra champion en 3 catégories, qui battra une nouvelle fois Thomas Hearns, etc., etc. Donc voilà. Mais en cette année 90, Iran Barclay, c'était un ancien champion qui avait affronté les meilleurs middleweight de son époque. Il avait également affronté Sung Kalambai aussi. Donc voilà, Sung Kalambai, un des meilleurs boxeurs middleweight de cette époque. Et voilà, c'est un énorme statement pour Nigel Benn de remporter cette grosse victoire. Et suite à cette immense victoire, il décide de retourner en roi au Royaume-Uni. Et là, il sera opposé à un jeune Chris Eubank, un certain Chris Eubank. À ce moment-là, Chris Eubank, c'est pas la star qui deviendra par la suite. On en est même très très loin. Il n'a à ce moment-là que 24 ans, 2 ans de moins que Nigel Benn. Mais il a quand même 24 combats pro à son actif. C'est un gars qui, contrairement à Nigel Benn, c'est un peu la courbe inverse. Chris Eubank, lui, a commencé ses combats aux États-Unis. Alors, il a une histoire de famille un petit peu complexe. Ouais, grosso modo, c'est un enfant très turbulent, tellement turbulent qu'au bout d'un moment, ses parents décideront de l'emmener de l'emmener en pension aux États-Unis, où il rejoindra, je crois, si je me souviens bien de l'histoire, il rejoindra son frère ou il rejoindra un membre de sa famille là-bas et il sera éduqué à la boxe là-bas toute son adolescence. Il finira par il fera une petite carrière amateur qui pas du tout intéressante en soi. Et il passera pro en 1985 à l'âge de 19 ans. Il fera ses premiers combats aux États-Unis, combat qu'il remporte, on va dire, sans très grande difficulté, mais sans apparaître extrêmement fort pour autant. Il fait pas il apparaît pas flamboyant, il fait pas de gros statements. Ce qui le poussera à quitter les États-Unis pour retourner au Royaume-Uni en 1988 et à partir de là, il enchaînera les victoires une nouvelle fois, il enchaînera un peu plus de stoppage, mais ouais, il est loin d'affronter le top de la division middleweight, ne serait-ce qu'au niveau, britannique. Il finira par s'emparer de la ceinture internationale WBC, donc une ceinture de ranking vraiment pas intéressante, en soi, qui ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu. Et voilà, il continue d'enchaîner quelques victoires tout au long de l'année, tout au long de l'année 90, jusqu'au point où il obtient son title shot WBO en middleweight. Mais à ce moment-là, voilà, c'est plus son personnage qui est déjà bien établi, voilà, le personnage de gros parleur, de très arrogant, bon trash talker, etc., qui fait foi dans sa carrière à ce moment-là, qui fait qu'il a un title shot à ce moment-là, plus que ce qu'il a démontré sur le ring face à l'opposition qu'il a eue, sur les victoires qu'il a eues, sur les titres qu'il a amassés, etc. Donc voilà, donc à ce moment-là, l'avis général de ce que j'ai pu en voir, c'est que c'est un bon domestic fight, mais qui ne promet pas non plus d'être un des plus grands combats de l'histoire en soi. Voilà. Et donc, Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, domestic fight, ça veut dire quoi pour toi? c'est comment dire, domestic fight, c'est un combat entre deux personnes d'une même nationalité. En fait, entre deux grosses personnalités d'un même pays. Voilà, c'est domestic fight. Les Anglais sont très forts là-dessus. Carl Froch contre George Groves, c'est un domestic fight au niveau mondial. Il y a eu généralement beaucoup de domestic fight sur les circuits. Leigh Wood contre Josh Warrington, par exemple, c'est un domestic fight. Josh Warrington encore contre Carl Frampton, etc., etc. En France, j'ai pas vraiment de gros exemples. Si, je suis con, à la fin des années 90, les Jean-Baptiste Mendy contre Khalid Railou ou Julien Lorcy, c'est de domestic fight, etc. C'est vraiment un combat entre deux stars d'un seul pays, on va dire. Hop, et donc voilà, le contexte est posé. Merci pour les informations. Au combat. Et c'est parti. C'est parti. Voilà, bon, avec les deux qui, avant même le premier round, ont abordé leur posture qui deviendront iconiques au fil du temps.
Ouais, Chris Eubank avec la fameuse posture un peu en garde Filichel, très prétentieuse, très hautaine, enfin très hautain, etc. Voilà. Et le combat commence de façon assez explosive. Les deux s'échangent les coups dès que possible. Enfin, dès la première occasion. Chris Eubank qui aborde le combat plutôt sur son pied arrière, comme à son habitude. Ouais, et Nigel Benn qui essaie qui essaie au plus vite de mettre la pression et d'envoyer ses gros power shots. Voilà, une première séquence de clinch. Il est plutôt initié par Nigel Benn. Magnifique droite en première intention de Chris Eubank et qui parvient à capitaliser avec un beau combo par la suite. Un très beau 1-2 de Chris Eubank en entrée, mais Nigel Benn qui l'accroche et qui travaille un petit peu au corps de cette position. Mais ça fait plaisir de voir un arbitre qui n'intervient pas à la seconde près quasiment. Ouais, Richard Steele, hein, c'est un des meilleurs arbitres de cette époque et qui est surtout connu pour des décisions contestables, malheureusement. Faudrait faire une vidéo spéciale le top les décisions contestables, pas forcément de cet arbitre, mais Ouais, non, c'est vrai, peut-être il y aurait matière, il y aurait vraiment matière. Well, the first decent shots he landed have come from Eubank Ledge. There's nothing wrong with his temperament. He looks very calm as they come into the ring. He really fancies the job. Un beau combat de Chris Eubank en contre, avec notamment un très très bel uppercut au corps. Ouais, Nigel Benn qui a beaucoup de mal à cadrer Eubank. Ouais, Eubank qui est vraiment connu pour ce type de déplacement très virevoltant, même si pas forcément des plus précis dans son footwork. Beau 1-2 en contre, encore une fois, de Chris Eubank, même si Nigel Benn là a vraiment mis une très belle droite en contre. Donc voilà, premier round rythmé mais plutôt calme au final. Voilà, on était vraiment sur un round d'observation. On enchaîne directement avec le deuxième round. Ça va vite. Et ça fait 2 fois, j'ai l'impression que. Ouais. C'est que Eubank s'appuie un peu quand Nigel Benn a vraiment la garde type pique-boue, la garde haute, etc. qui monte. Qui est monté et qui avance. Eubank, dès que Nigel Benn s'approche un peu, il l'accroche limite en guillotine et il fait peser son poids sur lui. Excellente droite de Nigel Benn à 2,23 à 2,24. Ouais, qui semble avoir touché Eubank, mais Eubank qui s'accroche dès que possible et qui récupère très vite. Qui cherche vraiment à prendre le. Ouais. Très beau combo de Eubank. Ouais, pour l'instant, les deux ont beaucoup de mal à trouver leur cible au visage, mais le corps de chacun est vraiment très exposé. Il arrive très bien à se toucher à ce genre d'endroit, à ce genre de cible. Exactement. Voilà, encore une belle droite de Nigel Benn, même si Eubank semble l'avoir bien accompagné. Oh, ça reste en face à face. Et de chercher super enchaînement encore. Ouais, encore une fois, Eubank qui place ses enchaînements signatures, et qui trouve le plus d'opportunités. Pour moi, il est clairement devant pour l'instant. Ouais. Mais voilà, Ben qui a pour l'instant encore du mal à trouver sa cible au visage, encore une fois. Et Ben, ça fait plusieurs fois qu'il met des coups dans le dos, là. C'est vrai.
de borderline, ouais. Ouais. Et ouais, Ben, c'était plutôt un headhunter pour l'instant. Bah ouais, ça paye parce que là, c'est ce magnifique contre du droit sur un uppercut un peu, ouais, pas envoyé au meilleur moment de Chris Eubank, qui permet à Nigel Benn de connecter Eubank et de réussir à capitaliser, mais Eubank qui réplique très vite, même si pas de façon très précise. Ouais, les deux sur cette séquence, sur les 10 secondes qui ont suivi la grosse droite, ont été très peu précis. Oh là là, ce magnifique crochet gauche en contre, ce magnifique check hook de Eubank qui fait reculer Qui Ben. avance bien. Ouais. Ouais, mais Ben qui arrive toujours à avoir des esquives latérales plutôt efficaces. Ben dans Mais les Eubank cordes. qui touche et Ben qui revient, qui inverse les positions et qui essaie de capitaliser mais qui n'y arrive pas. Eubank est plus lucide sur cette séquence et parvient à mettre les derniers coups du round. Même si Bah, il y a Nigel un Ben gros, essaie de gros, se gros révolter. enchaînement, là. Une très Voilà, belle très séquence. gros échange pour conclure ce deuxième round. Bah, même si Chris a quand même bien été plus assaillant. Il a surtout été plus précis sur ce round. Il a envoyé ses combos, il a envoyé les séquences significatives. Ouais, bon, il s'est pris un sacré contre, mais il est bien revenu au scorecard sur la suite. Donc voilà, deuxième round qui va sans trop de contestation possible à Chris Eubank. Oh là là, très belle combinaison de Nigel Benn, même si Eubank avait une bonne responsabilité défensive, mais Nigel Benn qui trouve en fin de combo un excellent coup au corps. Ouais, j'ai l'impression crochet au plexus. Bon, comme Eubank était de dos, je peux pas en être sûr, mais bref. Encore une fois, Ben qui arrive à trouver son bon contre dans une tentative d'entrée de Eubank. Voilà, Nigel Benn qui est plutôt, qui trouve vraiment qui prend vraiment le momentum sur ce début de troisième round, qui arrive à toucher même si c'est généralement en bout de course, et Eubank qui est très peu entré, qui a envoyé très peu de coups. Comme d'habitude, le Sendoker, il faut qu'il fasse exactement l'inverse de ce que je dis juste avant. Tu te corriges à chaque fois. Ah, ça. L'arbitre qui intervient quand même. Voilà, les deux qui ont franchement une bonne responsabilité défensive sur ce troisième round, les deux qui ont beaucoup de mal à être précis. Un très gros jab de Nigel Benn, mais Eubank. juste après, ouais, Eubank qui touche bien avec un excellent contre du gauche, mais Nigel Benn qui réplique, mais directement Eubank qui contre et qui fait demande de venir. Ouais. Eubank Ben qui a frisé pendant quelques secondes et Eubank qui arrive encore à placer ses excellentissimes uppercuts. Oh, très beau une de Eubank. Ouais, mais Ben qui réplique juste après, mais encore une fois, qui a beaucoup de mal à être précis. Franchement, je trouve que Eubank a vraiment une très bonne gestion de la distance, une très bonne évaluation de la distance, et qui lui permet la plupart du temps d'être à bonne distance, de mettre sa tête à bonne distance des coups. Oh là là, et ça y est, Nigel Benn qui arrive enfin à vraiment capitaliser sur un moment. Mais voilà, c'est la fin du round. Voilà, avec quand même Eubank qui avait quand même bien répliqué. Voilà, début du quatrième round. Pour moi, on est à 3-0 pour l'instant. Je pense aussi. À voir par la suite. Eubank was telling us he's the craftsman of the two. I mean, he's got kind of an artful butchery about him, isn't he? He's clever the way he does it. Oh là là, magnifique droite de Eubank, très bien setup par son bras avant. Et voilà, Nigel Benn qui joue un peu d'attitude pour paraître pas tant touché de ça, mais ouais, il a vraiment été connecté. Et Eubank qui arrive bien à combiner, mais Nigel Benn qui réplique.
Ouais, mais c'est. Ouais. C'est trop parcimonieux. Il aurait dû poursuivre sur son momentum après sa combinaison. Worrying for Ben if he wants Eubank to punch himself out. I don't think that's going to happen. See, Eubank still swaying from the waist. C'est très Reg, which is why tactique, he's ce been fight. lots off in the Ben. Plusieurs fois It's dans le combat, il almost s'arrête, il like se a regarde les reach-in deux. because he's taken some crackers Ouais, already. un rythme I would have typique thought he'd have got Eubank his hands up on qui the avait his beaucoup chin ce genre de guard. rythme dans ses He's combats. swaying from the waist, and that's not going to work. Et ouais, en fait, Eubank, c'était pas le plus brillant techniquement, mais le gars, il avait une gestion du combat dans son ensemble, que ce soit, enfin, ouais, en termes de gestion de la distance, de gestion du rythme, voilà, de gestion de son espace dans le ring, qui était brillante. Pour le coup, je trouve vraiment que sa gestion d'un combat était brillante. Et puis pour l'instant, je trouve qu'il est beau à voir. No, well, he certainly gave us a show, Reg. He said he could do the business. Well, he's mixing it. And I want Oh là là, magnifique uppercut dans le clinch de Nigel Ben, et qui fait vaciller Eubank. Oh là là, et magnifique combo de body shot de Nigel Ben, enfin. Plutôt le body shot qui a fait quelque chose, j'ai l'impression. Oh, les body shots qui ont fait mal, hein. Ouais. Eubank qui a très très mal réagi sur ces deux coups. Bon, ce qui est normal quand on connaît la puissance de Ben qui était assez exceptionnelle. Ben qui est en train de revenir dans le combat. Ouais. Oh là là, cette magnifique droite pour contrer le Encore- check hook de Eubank. Voilà, très bonne garde sur le 1-2 de. Enfin, très bonne garde de Nigel Ben sur le 1-2 de Chris Eubank. The soft tissue under the eye is really swelled up. Voilà, et là, Nigel Ben qui prend vraiment l'ascendant sur ce quatrième round. Mais ouais, Eubank qui essaie quand même de placer quelques coups, une très bonne droite plongeante. Oh là là, encore une fois, un doublé de body shot qui ont fait mal à Eubank. That's going to be a problem with Ben's vision, Reg, if this goes much longer. Oh, that really would be a shame if injury causes a stoppage. Voilà, et fin de ce quatrième round, encore une fois assez explosive. À l'avantage de Ben, c'est ça. Ouais, franchement, ce quatrième round va vraiment à l'avantage de Ben, malgré quelques belles séquences de Eubank. La première partie était pour Eubank, sinon voilà, le reste. Ouais, complètement. Salut. Salut mon Anita. Seb. As I say, Reg, I wouldn't be surprised if a lot of long rights are thrown for Voilà, Eubank donc now, début because that- de cinquième round où Eubank me paraît me paraît un tout petit peu plus mobile qu'au quatrième round, j'ai l'impression, dans ces premières secondes. Mais voilà, Nigel Ben qui arrive quand même à bien toucher avec un 1-2 et une belle droite plongeante. Well, the nice thing about Ben, he doesn't too often have to go 12 rounds, but he's landed cracking shots and Eubank has taken, well, I'm not saying he can take them indefinitely, but he's taken some beauties and he hasn't even really been shaken. Oh là là, magnifique droite en première intention de Nigel Ben qui arrive à Ah ouais, prendre de dès- vitesse Eubank. C'est ça, dès qu'il prend l'initiative. Précédemment, c'était plus Eubank qui s'arrêtait et qui repartait. Allez, il faut qu'il y aille là, Ben. Mais ouais, Ben qui est quand même qui reste quand même très prudent et a raison parce que voilà, Eubank qui arrive à placer un magnifique check hook à 1,50 de ce cinquième round. Oh là là. He's getting nailed with a couple of sleek little counter punches. This could be his vision going. Picking his shots well there, Eubank. Well, this is what we expect of him. Make the other fellow miss and pin him with counters. Discourage him that little bit. Now, Eubank not being backed up quite so much, Reg. I think he's grown in confidence that little bit. This is where he doesn't want to become arrogant. Voilà, Eubank qui reprend vraiment le contrôle du combat sur ce cinquième round. Après qui envoie assez peu de coups, les deux sont assez peu actifs sur ce cinquième round. Et celui qui a le mieux touché, c'est quand même Nigel Ben. C'est ce que j'allais dire. Ouais. J'attendais que tu nous dises ça, justement. Si ça en reste comme ça, pour moi, Ben est devant sur celui-là.
Oh là là, très beau jab de Eubank qui a essayé de capitaliser à la suite mais qui n'a pas réussi. Encore une fois, un magnifique 1-2 qui a bien réussi à timer le mouvement de tête de Ben. Très belle fin de round de Eubank. Ouais, pas assez pour le voler, mais on sent que le momentum est vraiment repassé de son côté. Là où le 4e et le 5e round, le momentum était vraiment passé du côté de Nigel Ben. Là, le 5e est vraiment pour. Enfin, le momentum est vraiment repassé du côté de Eubank. Ça s'enchaîne Voilà, vite. début de 6e round. Another good left hook from Ben, which Eubank takes again, Reg. Wow. Ouais, Eubank qui arrive très bien à timer Ben sur une tentative d'entrée avec son jab. Really doing his punch picking now. He's posing in his punch picking for Eubank. What confidence he's got. Well, this is what Eubank is better at. Oh là là, très magnifique check hook de Eubank. He must be thinking, if I get past the first 4 or 5 rounds, then Voilà, encore une fois, excellent jab de. Ouais, franchement, très beau jab de Eubank. Tout bon, ouais. From Ben at the end of the 5th round. So he certainly has respect for Eubank now if he didn't come into the ring with it. But he's not snattling. Et Ben qui essaye bien de varier les coups. Mais pour l'instant, Mais ouais, qui a pas de très bon setup offensif, qui a utilisé quasiment pas son jab. c'est très difficile enfin, pour l'instant. Ouais. Et Chris Eubank, qui malgré tout n'était pas un excellentissime jabber, arrive à vraiment gagner le duel de jab sans trop de difficulté face à Ben. Oh là là, très beau contre de Eubank encore une fois. Et les pivots de Eubank qui sont vraiment très bons et qui envoient à chaque fois Ben dans le vent. Exactement. Il arrive à bien ressortir. Oh. Ouais, coup un peu C'est pas bas. vrai. Ouais, et Ben qui a fait sonner les cloches de son adversaire. très belle formule. Mais ouais, là, à mon avis, enfin, je pense pas qu'il était volontaire, mais ouais, là, Je pense pas. C'était une tentative de contre sur un coup au corps, mais là, il a vraiment bien glissé en dessous des parties. Hein. Il est prêt à y retourner. Ouais. Oh là là, encore. Ça a touché là? Attends, j'ai pas là pour le coup, j'ai pas compris la séquence. Un petit coup dans les côtes ou non? Je sais pas. Ouais, j'ai pas bien vu honnêtement. Oh là là, très beau 1-2 de Chris Eubank. Et Ben qui est toujours là. Et ouais. J'ai l'impression que Chris Eubank a besoin de récupérer. Très beau. Ouais, mais Eubank qui passe quand même un très bel uppercut à 35 secondes à mon avis. Ouais, et l'œil gauche de Nigel Ben qui est vraiment entamé. Au moment où tu me dis ça. Very difficult fight to read for us, Jim, really, isn't it? Because they're changing so much with each round. Yeah, well, in the last couple of rounds, Eubank has been the far more accurate of the two. I mean, it was close stuff in the first 3 rounds, Reg. But Eubank has certainly been the master. Ouais, franchement, 6e round, peu décisif des deux côtés. Je donnerais un petit peu plus à Eubank, mais franchement, c'est pas décisif. Ah, Eubank qui attaque bien. Ben, 7e round, ouais, des débuts de 7e round particulièrement explosifs. Avec un Eubank qui, je trouve, quand même, prend plutôt meilleure partie de l'échange. Oh là là, très bel uppercut dans le clinch. Magnifique uppercut de Eubank dans le clinch. Le jab, le jab. Ouais, excellent jab de Chris Eubank. Il lui a carrément fermé l'œil. Oh là là, ouais. Because obviously the early part of the fight most dangerous. Well, it is the 7th now, so we'll see if his plan of attack holds together. Well, there's been all sorts of estimates on how much these fellas are going to earn, but they don't really know yet until they get the full takings in because they're on percentages of gate and ancillary rights, etc. Plus, of course, sponsorship of the Daily Mirror. Ben's got a little more edge on his attack in this round. He was kind of floundering a little bit in the 6th
looks a little bit sharper now at the beginning of the 7th. Nigel Benn qui arrive quand même à trouver de belles ouvertures au corps. Même s'il a beaucoup de mal à remonter. Encore une fois, comme en début de combat, il a beaucoup de mal à retourner à la face. Enfin, à remonter à la face plutôt. Puis il varie pas assez. Et... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le dentier presque? Non. Attends. Ah putain. Bah. Attends. On On va voir la séquence parce que j'ai pas compris non plus. C'est là. Ouais, franchement, ouais, toujours. Ouais, non, c'est pas très clair. La séquence, c'est vraiment pas clair. Je sais pas, peut-être. Comme ils étaient au clinch, peut-être un coup de tête involontaire ou des coups d'épaule, je sais pas. Mais c'est ouais, c'est très étrange. Actually, Reg, he just took it out and spat and maybe some blood out or something. He had a problem with his mouth there, but I think he just held the gum shield with his glove and spat out. And certainly Eubanks never had his problem with his mouth, Jim, in or out of the ring. Ouais, cette fois, contrairement au début de combat, c'est Nigel Benn qui prend la guillotine et qui travaille à partir de là. I think Ben has D'accord. realised the 5th and 6th weren't his best rounds, so he's trying to. Oh là là, mais Oh. magnifique, une 2 en contre de Une 2 de... Ouais, de Ouais, Chris. oh là là, Plutôt et pas mal. Nigel Benn qui est pas bien. Il joue un peu d'attitude pour dire ouais, je suis pas tant touché que ça. Là, il a vraiment eu mal. Il a vraiment eu mal. Ah, et ça doit clasher des deux côtés là. Oh là là, encore une fois, un magnifique jab, mais contré par remisé par un excellent uppercut de Nigel Benn. Et Nigel Benn qui fait Ah, ça se plaint encore de. fait mal au d'en-dessous. corps. Ouais, alors, ouais, là par contre, le coup de rentrée, il était vraiment en coup bas, mais précédemment, avant que Chris Eubanks se plaigne, je suis pas sûr que c'était coup bas. Oh là L'arbitre là. n'est pas intervenu. No, but that just looked like a borderline shot then. Almost egg-sized, Jim, that swelling under the eye. Ouais, fin de 7ème round particulièrement explosive. For round 8. À début du 8ème. Il est pour qui le 7ème pour toi là? Ouais, un peu plus pour, ouais, quand même plus pour Eubank. Ok. When you have to hand it to Ben, I mean, a few times in his career he's had to. Ouh, très belle droite au sommet du crâne de Ben. Bon, bon peut-être un peu borderline, mais ouais, il était pas si mal. Ouh, et bon crochet, bon check hook de Ben, alors que Eubank tentait une overhand right partie de je sais pas où pour arriver. Et encore le jab de juste avant du bank là, c'est vraiment. Tout à fait. Oh là là, Oh. très bel échange et excellent crochet gauche de Nigel Benn. Ah, et Eubank qui reprend un peu sa bicyclette pour tourner et récupérer. Oh là là, et magnifique droite! Énormissime droite de Nigel Benn qui envoie Eubank au sol. Mais J'ai Eubank glissé, conteste il le dit. donne. Il Ouais. demande de pas compter. L'arbitre compte quand même. Exactement. Mais cette magistrale droite de Nigel Benn. Et Eubank qui est pas bien dans ce milieu de 8ème round. Ah, et le jab, ça passe maintenant de l'autre côté. Des deux côtés, et là, un magnifique échange avec un Nigel Benn qui a réussi à toucher en uppercut, mais Eubank qui remise. Ouais, c'est clair qu'elle était belle, gros. Ah ouais, celle-là, elle était magnifique. Hein. Yeah, he looks just a little bit worse, Reg. They've done a good job with it in the corner, but just the swelling's been up slightly. Grosse domination de Ben sur ce round-là. On a perdu l'autre de la vidéo. Non, vous êtes toujours là? Toujours là. Mais ouais, suite de 8ème round plutôt calme, avec après ce gros momentum de. Non mais putain, mais c'est pas possible. À chaque fois. Arrête de nous dire des choses. À 40 secondes, Nigel Benn retouche avec une énorme droite en première intention et arrive à capitaliser malgré quelques belles répliques de Eubank. Le Sendo Time.
Ah, le Sendo Curse, c'est un truc de fou. Qui va dire un truc, ça se passe exactement tout l'inverse. Puis c'est ça. C'est comme mes pronostics. Je dis quelque chose, il se passe l'exact inverse. After 5, Eubank come right back in. Maybe just nicked himself. And then Ben's come back in again, had a couple of good rounds. So well, the punch come over, Reg. A punch landed. Enfin, pour le plaisir. Ouais, j'ai l'impression qu'il glisse quand même un peu. Hein. Je sais pas, mais... En fait, il était sur le point de se déplacer et la droite le cueille à ce moment-là. Mais comme il était en déplacement, ça. Ouais, c'est quand même un peu border. Ouais, c'est quand même bien borderline. La droite, elle arrive quand même bien presque sur la nuque. Donc, ouais, là. Mais après, il y a un knockdown, mais c'est pas. C'est un déséquilibre. Je pense quand même que c'est un vrai déséquilibre. The IBF champion right behind us here must be weighing this one up as a potential opponent, potential challenger. Je suis toujours là. There's already plans if Ben wins from to fight Steve Collins, the Dubliner who fights in the States and is already challenged for the World Cup. Ouais, début de 9e round vraiment calme. Oh là là, magnifique crochet gauche de Eubank. Ouais, très beau 1-2. Presque, enfin, la mécanique de frappe de la droite, c'est presque la mécanique d'une droite en première intention. C'est assez marrant à voir. Voilà, il y a Eubank qui place un bon combo à Nigel Benn. Voilà, mais Nigel Benn qui essaye de se révolter. Mais ouais, qui trouve pas ses ouvertures. Eubank qui garde quand même une très bonne garde dans l'ensemble. Voilà, bon, bien aidé par des segments, par des bras assez longs. Voilà, très beau travail de jab de Eubank qui touche avec encore une fois un très beau 1-2. Voilà, et Nigel Benn qui tout au long de ce combat n'aura que très rarement réussi à cadrer Eubank et à l'envoyer contre les cordes et à le coincer contre les cordes à de très rares occasions. Très juste. Voilà, très grosse droite au corps de Nigel Benn. I remember when your manager would say that to fighters in the corner, stop feeling sorry for yourself. Well, Ben is the one at the moment who has been prepared to grit his teeth and show how much he wants this championship. Eubank just a little bit negative. Well, Mm. punch landed on the back of his leg. Actually, Ouais, bon. Encore Chris Eubank qui tombe, mais cette fois c'était vraiment un slick. J'ai pas bien vu sur quel coup, enfin sur quelle séquence, enfin comment il s'était vraiment organisé la séquence où il tombe. Mais voilà, là Eubank se révolte. Là il a chopé Nigel Benn avec un énorme crochet gauche. Là Nigel Benn est vraiment pas bien et Eubank capitalise. Ouais, Eubank capitalise comme c'est pas permis. Voilà, vraiment Nigel Benn est fatigué là. Là vraiment il est fatigué. Tac. Et énorme droite en première intention. Et Nigel Benn n'est plus là. Et Richard Steele arrête le combat à peine quelques secondes de la fin du round. Je pense qu'il pouvait finir le round, pour ma part. C'est pas. Alors, c'est legit de penser ça, mais franchement, je pense que personnellement. Non, là, franchement, Ben était vraiment plus dans le coup. À partir du crochet gauche, vraiment, Ben était out. Et Eubank. Franchement, je pense que l'arrêt est plutôt legit, honnêtement. Ça restait quoi, une quinzaine de secondes? Ah, même pas, il restait même moins de 5 secondes, mais franchement, Ah ouais. mais là, le body language de Nigel Benn était vraiment pas bon. Mais donc, Chris Eubank qui remporte ce combat et remporte la ceinture WBO des middleweight au terme d'un combat qui fera vraiment sensation dans le monde de la boxe de l'époque, qui est retenu comme un des très grands combats de l'année 1990, qui est pourtant vraiment pas avare en combat de légende, hein, voilà.
et qui sera aussi retenu comme un des arrêts les plus controversés de Richard Steele, qui en plus était vraiment sur son année 90 où il arrête Nigel Benn, beaucoup disent early stoppage, et il arrête Meldrick Taylor, et énormément disent gros early stoppage. Bon, je trouve que l'arrêt face à Taylor est plus discutable que celui l'arrêt de Taylor est plus discutable que l'arrêt de Benn selon moi, mais voilà. Donc suite à ce combat-là, Nigel Benn lui décidera directement de monter en super middleweight, où il s'emparera très très vite de la ceinture de WBC. Il la défendra de multiples reprises. Et de son côté, Chris Eubank, lui, aura un chouette règne en middleweight format WBO. Il aura 3 défenses de titre au total, dont une qui démarrera un duel de légende face à Michael Watson, l'ancien vainqueur de Nigel Benn. Et au terme de 2 combats exceptionnels, surtout le deuxième, 2 combats qu'il faudra que je fasse en review de Classics un jour. Chris Eubank sortira vainqueur de ce duel et surtout, lui aussi montera en super middleweight et il deviendra champion de WBO et écrira l'histoire de ce début d'existence de la division super middleweight qui était encore à ses débuts. Elle avait été créée quand alors les premiers championnats IBF avaient eu lieu en 87. 1987, je crois. Peut-être fin 86, mais bref. Ça a commencé la division super middleweight a été créée à la fin des années 80. On était encore au tout début de l'histoire et Chris Eubank sera le premier grand super middleweight de l'histoire qui écrira l'histoire de la division, qui établira le record de défense de titre. Même s'il il le tiendra pas très longtemps, mais voilà, ce titre de WBO, il le défendra à 14 reprises. Il rencontrera une nouvelle fois 14. Il défendra cette ceinture WBO 14 fois et en très peu de temps, il la récupère en 92 cette ceinture. Peut-être, attends, je vais aller vérifier, peut-être 93, je sais plus. Tac. Donc il la chope même pas 1991, en septembre 1991, et il la perdra en 1995. Mais voilà, c'est pas un règne extrêmement long, mais où il combattra énormément dans cette période. Il rencontrera une nouvelle fois Nigel Benn en 1993 pour un rematch dans un combat qui là encore restera quand même dans l'histoire, surtout de la division super middleweight. Voilà, aussi un combat qu'il faudra que je fasse en review de Classics Qui a gagné? Ah ben non, si tu vas le faire, tu dis pas, c'est ça? C'est ça. Mais voilà. Et après ce rematch, les deux continueront un peu de combattre de leur côté. Pendant longtemps, on espérera un troisième combat au vu du résultat très controversé du deuxième combat. Malheureusement, ce troisième combat n'adviendra jamais et les deux perdront leur titre Chris Eubank perdra son titre premier semestre 1995 et Nigel Benn, lui, perdra sa ceinture WBC 1996, en mars 1996. Et malheureusement, les deux ne se rencontreront que 2 fois, mais pour une rivalité très, comment dire, une très très grosse rivalité. Les deux à cette époque ne pouvaient pas se blairer, ils pouvaient pas se voir en peinture. Les deux, il y avait une grosse rivalité et sportive et personnelle. Notamment, j'ai pas pensé d'y penser, mais l'avant-combat, la signature du contrat du combat entre les deux est un moment assez mythique de la télévision anglaise parce qu'ils signent leur combat sur un plateau télé et Chris Eubank, Matrix Nigel Benn verbalement, par son attitude également, parce qu'il fera exprès durant toute la conversation, parce qu'en fait les deux sont côte à côte, sont vraiment à côté, et Chris Eubank fera exprès de tout au long de la rencontre tourner le dos à Nigel Benn et lui donnera une leçon de trash talk. C'est assez fabuleux. Mais bref, voilà, c'est deux mecs qui pouvaient vraiment pas se piffrer, et en fait ce sera vraiment la rivalité par excellence dans les années 90. Et voilà, ces deux hommes marqueront l'histoire de la division super middleweight et surtout marqueront l'histoire de leur pays parce qu'encore aujourd'hui, ce sont des immenses stars au Royaume-Uni, vraiment des stars, mais on ne se rend pas compte du stardom de ces deux hommes. Et d'ailleurs, leurs gamins vont se rencontrer d'ici peu de temps. L'affluence que pourra avoir ce combat-là est entièrement due au travail des parents. Chris Eubank Jr. et Conor Benn sont de très bons boxeurs, mais leur duel et leur rivalité n'a été mise en place
que par rapport à leur paternel respectif. Donc, ouais, c'est dire vraiment le stardom et l'impact qu'ont eu ces 2 hommes sur la culture, anglaise, dans les années 90. Ah, mais ils ont déjà fait la conférence et tout. Oui, c'est là où il y a eu le Ouais. slap Oui, ouais, ouais, de le egg slap de de Chris Eubank Jr. Exactement. Ok. Bon, juste pour finir là-dessus, que vaut les deux fistons alors? J'aime bien Chris Eubank Jr., mais il a souvent fait de la merde que ce soit dans sa carrière et dans certains combats, il a vraiment, fait de la merde, mais j'avoue que stylistiquement, j'aime bien. C'est une version un peu plus peaufinée, je trouve, que de Chris Eubank Senior. D'accord? Mais ouais, il a pris des combats qu'il aurait pu prendre, mais Chris Eubank Jr. a pris des combats, enfin, n'a pas pris des combats qu'il aurait pu avoir et qui auraient été super intéressants. Il y a des combats où il a fait de la merde tactiquement, mais il a vraiment été très, très con. Son combat face à Billy Joe Saunders en 2015, il le perd, mais vraiment pas de grand-chose. Et s'il avait été un peu plus intelligent dans le début de combat, il y aurait eu moyen qu'il le gagne. Face à George Groves, c'est pareil en 2010, en 2018. Alors, c'était encore, en plus, c'était un George Groves qui était blessé, je crois, à cette époque-là, ou en tout cas, je crois il avait eu une grosse blessure à l'épaule. Il sera opéré juste après. Donc, voilà, c'était pas Et un George Groves à fond. Et en 2025, est-ce qu'on peut avoir un grand Eubanks Junior? T'en es pas convaincu? c'est-à-dire dans quel sens? Parce que En globalité, le boxeur. le boxeur, je l'aime bien, mais franchement, ça a stagné. Ça stagne. Sur la Voilà, c'est une Ouais, réponse que j'attendais. ça a stagné depuis bien longtemps. Il a tenté de changer de camp, il a tenté d'aller avec Roy Jones Jr. Le résultat était peu convaincant au global. J'aimais bien cette période avec Roy Jones Jr. Ils se Pour sont Chris Eubank séparés, ils Jr., sont plus mais ensemble? bah, oui, oui, je pense que depuis un bon moment, D'accord. même maintenant. Bon, il a eu une période très compliquée avec son très beau duel face à Liam Smith. Enfin, je suis biaisé parce que je suis un grand fan de Liam Smith, mais voilà, ce duel a vraiment été une des très belles pages de l'année 2023. Ouais, j'ai bien aimé son combat face à Zremeta. C'était quoi? C'était en octobre dernier. Je sais plus quand est-ce que c'était. Peut-être sur le Bivol Better BF 1 à vérifier, je sais plus. Mais voilà. Et voilà, au global, Chris Eubank Jr., ça a stagné depuis très longtemps. Ça a vraiment pas pris les opportunités qu'il aurait pu prendre, qu'il aurait pu avoir. Et de son côté, Conor Benn, bon, ben, depuis qu'il a été chopé pour dopage en 2022, c'est plus la même chose, quoi. Il a Voilà, parce que recombattu, il est revenu ou et il a ouais, ouais, tenté non, de mais non, non, combattre en il a recombattu à 3 reprises, je crois, mais Bien, non? c'est pas Non. convaincant. Non, c'est pas convaincant du tout. Non, non, il a plus la même explosivité. Il est plus aussi incisif qu'avant. Voilà, son année 2021 à Conor Ben était franchement impressionnante. Il glissait de beaux KO. Il avait glissé quelques très beaux combats. Il a vraiment été impressionnant. Son KO face à Chris Guéry me fait encore mal, personnellement. Mais Bah, voilà, j'irai checker un peu ces deux boxeurs que je connais pas spécialement. Donc voilà. franchement, Et si t'as pas le temps et que tu dois t'abstenir, c'est pas la priorité. C'est pas les deux paternels sont pas pardon, les deux fils sont pas indispensables à voir actuellement. Il y a vraiment mieux à voir. pour finir sur les deux fils, euh, quel est le mieux côté pour gagner, quoi, on va dire? Rien à foutre. Non, tu t'en fous? Moi, très sincèrement, j'en ai que dalle à branler. Est-ce que les deux sont du même niveau? Dernière question. J'en sais rien. Honnêtement, là, je peux pas te répondre. D'accord. Merci de votre franchise. Mais d'autant que Conor Ben, ça va être son premier, ouais, ça va être son premier combat en middleweight, je crois. Il a jamais combattu en middleweight, donc mais voilà, ces deux hommes, c'est vraiment des bulles spéculatives en gros. Voilà, c'est des gars. D'apparence, il semble avoir un bon potentiel. Bah, mais dans les faits, bah, on n'a pas la confirmation, quoi. Ils n'ont pas l'adversité qui leur permettrait de prouver qui ils sont réellement. Donc, en fait, si ce combat a lieu, alors que théoriquement, avec la logique des catégories de poids, il ne devrait pas avoir lieu, parce que Conor Ben, lui, est un welterweight qui a fait le plus gros de sa carrière en welterweight. Chris Eubank Jr. a beaucoup alterné et a même surtout combattu en super middleweight au global dans sa carrière. C'est un combat qui normalement aurait pas dû arriver aussi vite, mais c'est parce que les deux doivent savoir que dans leur catégorie respective, ils vont plafonner, ils vont pas avoir de gros succès, quoi, et qu'ils vont très vite se casser la gueule, quoi, que leur hype peut très vite se casser la gueule.
Ok. Et donc, ils essaient d'engranger un maximum d'argent avec une rivalité très artificielle. Mm. Ok. Enfin, bon. Voilà, pas grand chose à rajouter de mon côté. Super. Un peu passer à l'actualité. Ouais. Bah voilà, donc hier soir, il y a eu, enfin, on a eu un week-end particulièrement chargé niveau boxe. Hein, on a eu plein de soirées. J'en ai pas. Voilà, mon dernier live a vraiment été conseillé. J'ai parlé d'un peu tout ce de ce qu'il y avait d'intérêt, enfin, de tout ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Est-ce que je Quel peux sujet faire, t'intéresse est-ce que je peux voilà, faire juste une dédicace? vas-y. Je veux juste faire une dédicace là-dessus par rapport à ce qui s'est passé un peu hier soir. Alors, une grande dédicace à Wilson Varela qui a réussi à choper la ceinture de l'Hexagone chez les légers. Voilà, qui a eu un gros revers auparavant au KSW face à Saladin Parnasse. Là, il est bien revenu face à un super combattant, Bivol, un Roumain, qui était champion. Et voilà, il a réussi à faire son petit triangle au sol. Et voilà, c'était une personne qui voulait arrêter le MMA. Donc, grand chapeau à Wilson Varela. Voilà, chapeau à toi. Voilà, et du coup, ben, sur la partie boxe, de quoi tu voudrais parler? Voilà. Donc, Ce ouais, que tu veux. ah, mais Maillard? bah, Maillard? vas-y, mais vas-y, là, enfin, moi, j'ai déjà tout commenté sur mon live précédent, donc ouais, c'est à Putain, il toi n'a plus de. rien à dire. C'est pas possible. Bah, je peux Non, ben moi, compenser, mais voilà, vas-y, dis ce que tu as à dire, dis ce moi, que tu veux dire. j'ai vu rapidement en rediff les meilleurs moments de notre Maillard Mm. que j'adore particulièrement. Donc voilà, je pense que c'était un combat à sens unique. Non, pas à sens unique, faut Non, pas aller il y a eu quand jusque-là, même. mais Ouais, Mayer a tiré meilleure partie de quasiment tous les échanges, en gros. Il y a eu beaucoup ok. d'échanges, il y a eu beaucoup de combinaisons des deux côtés, mais Mayer a vraiment tiré le meilleur parti de chaque moment, de chaque momentum. Enfin, En tout pas de cas, de chaque ce que. momentum, il y a des moments où Sandy Ryan a été un peu inquiétante, notamment au 7e round, notamment au 9e, je crois. Enfin, Mhm. il y a des moments où Ryan a vraiment fait de belles choses, mais Mayer avait le contrôle du combat, quoi. Avait vraiment, vraiment le contrôle du combat. Elle De avait. ce que j'ai pu voir, elle m'a régalé, quoi. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Donc, bravo à elle. Ouais. Toi, un Ouais, peu plus déçu, toi, c'est plus Ryan, c'est ça? bah, ouais, j'avais une petite référence pour Ryan, mais enfin, là, je peux pas faire le mec pas con. Non, parce que, enfin, T'apprécies quand et- même Maillard? j'ai du mal avec Maillard, Non? personnellement. Et ouais, je suis pas fan de sa mécanique de frappe, en fait. La façon dont elle enfin, même pas sa mécanique de frappe, sa mécanique de mouvement, la façon dont elle se déplace, la façon dont elle envoie ses coups, etc. Ouais, j'arrive pas à accrocher. Je trouve pas ça super clean, personnellement. Mais elle compense avec une variété technique large et Bah, large. ouais, enfin, ouais, très, très large et surtout une intelligence dans la gestion du combat qui est superbe. C'est sûr. Mm. Et voilà, moi, ouais, sa façon de ouais, sa mécanique de mouvement, j'ai beaucoup de mal. Je suis vraiment pas fan. Ok. Elle essaie d'être propre, mais je trouve pas ça propre, personnellement. Ça n'enlève rien à ses qualités, au fait que, en termes de la fight IQ, elle est largement au-dessus de Ryan, c'est sûr. Donc voilà, c'est très belle victoire, très grande victoire. Et maintenant, maintenant, on a vraiment envie de voir la suite dans cette division welterweight féminine qui est plutôt intéressante. Il y a surtout Lauren Price que j'ai très peu regardé personnellement jusqu'à présent, mais du très peu que j'ai vu, elle est vraiment impressionnante. La victoire qu'elle a eue, notamment face à Jessica McCaskill, était particulièrement impressionnante. Et récemment, elle a surclassé Natasha Jonas il y a quelques semaines. Ah bah oui, c'était le combat pas à Liverpool, si, non? Enfin, non, c'était le combat Kensington. à Londres, c'était le gala féminin dans un théâtre, c'est ça? Ouais, Voilà, exactement. c'est celui que j'avais vu en direct. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais, et franchement, Lauren Price avait vraiment été impressionnante dans ce combat. Ah, carrément, ouais, Donc carrément. ouais, là, donc ouais, franchement, bel intérêt pour ce combat-là. Oui. Donc Donc, voilà. toi, tu dirais Price face à Mayer, c'est ça? Ouais, ouais, ça Bah, c'est ça. franchement, ça peut être la régalade, hein. Mm. Ouais, bon, j'avoue que j'ai pas écouté son interview d'après combat, donc je sais pas ce qu'elle a pu y dire, si elle a call out quelqu'un Non? ou autre. Ouais. Ok. Donc, ouais, parce que vraiment, le timing a vraiment été serré parce que à la seconde où le meilleur Sandy Ryan se terminait, il y avait le face-off entre Zepeda et Farmer. Donc j'ai vraiment pas eu le temps d'écouter les interviews d'après combat, etc. Donc je suis directement switché sur Zepeda Farmer.
Apparemment, je suis en train de regarder sur les infos, un peu sur les news boxing. Pas sur Boxing News, sur les news de la Oui, oui, boxe, pardon. C'est sur peut-être un peu mal. sur l'actualité. Voilà, pas mal de pages voilà, en sens et veulent voir Price versus Mayer. Quoi. Ouais, ce serait intéressant. Suite logique et suite intéressante. Ouais. Tout à fait. Quoi d'autre, monsieur? Qu'est-ce que tu as regardé, toi? Alors, pas grand-chose. Un petit peu d'UFC, on va dire. Et voilà. Ce qui peut être intéressant sur l'UFC, c'est que, ouais, comme j'ai dit, j'ai commenté en intégralité le Moreno Herseg, donc personnellement, j'ai pas grand-chose à dire sur la physionomie du combat. Moi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est voir qui pour la suite pour les deux, parce que ça, j'ai pas du tout évoqué dans mon live. En tout cas, oui, j'ai vu en rediff le Moreno Hercerc, super tight. Ouais, super combat, très belle maîtrise de Brandon Moreno. Et du coup, là, quelle suite pour Moreno qui sort de 2 performances très impressionnantes face à Amir Albazi et Herseg, qui franchement masterclass absolue face à Albazi et extraordinaire gestion face à Herseg. Là, il se replace très très fort dans la division. Je viens de voir que l'UFC avait programmé pour septembre un pay-per-view à Guadalajara, donc au Mexique, encore une fois. Super. Je pense que Moreno sera sur cette carte. Face à qui? Personnellement, je ne serais pas contre qu'on lui donne le title shot, mais il y a Royval. Il y a Royval qui est très méritant, qui a battu Moreno l'année dernière en février 2024, qui a battu Tatsuro Teira dans un combat exceptionnel en octobre dernier. Royval est très légitime. Je pense pas qu'en 6 mois, on ait le temps d'avoir et la trilogie entre les deux hommes et le vainqueur prend Pantoja à l'UFC 320, ce sera. Donc je pense pas que ça arrivera. On a un peu du mal à y croire, quoi. Ouais, d'autant que Pantoja devrait être programmé, enfin devrait combattre d'ici mai. Ouais, je crois courant mai ou juin. Face à comment il s'appelle Kekara France. Donc le timing va être court. Donc, mais ouais, je pense que le combat le plus logique pour Moreno, ce serait d'affronter Brandon Royval ou alors prendre Manel Cap. Franchement, Manel Cap contre Brandon Moreno, j'achète direct. Sans la moindre hésitation. Tous les jours, hein. C'est clair. Tous les jours, j'achète. Ouais, c'est vrai, j'avais plus d'idées en tête, mais ouais, franchement, Manel Cap, Brandon Moreno, en plus, c'est une très belle opportunité pour Manel Cap. Let's go aussi. Et du côté de Herseg, putain, ça va être compliqué. Hein. Là, il est sur 3 défaites consécutives. Alors, 3 défaites, faut voir face à qui. Hein. C'est sûr. Hein. Franchement, Pantoja, champion régnant, et où Herseg a vraiment pas été loin de faire de créer l'upset. Exactement. Gros KO face à Kekara France, mais 3 mois après sa défaite où il avait pris beaucoup de dégâts quand même face à Pantoja et face au plus gros cogneur de la division où Herseg était favori. Donc ça veut quand même. C'était quand même un peu un upset qui perd face à Kekara France. Je crois qu'il était favori. Je sais même plus. Peut-être que j'ai une grosse connerie à vérifier, mais il me semble que Herseg était favori face à Kekara France. Là, maintenant, face à qui on peut le mettre? Je pense quand même qu'il devrait viser un peu. Ouais, je pense que maintenant, sur son prochain combat, il devrait chercher à défendre son classement. Actuellement, il est toujours numéro 8 de la division. Peut-être qu'il va un peu descendre, mais je pense pas. Il a perdu à la décision face à Brandon Moreno, qui est numéro 2, qui est une légende établie de la division. Franchement, il n'y a pas de doute. C'est un des meilleurs flyweight de l'histoire, sans le moindre doute possible. C'est clair. Donc voilà, maintenant, je pense que l'éjecter en dehors du top 10 serait dur pour Herseg. Mais voilà, peut-être aller chercher un Dagir Ulanbekov. Ça peut être intéressant. Ulanbekov qui a perdu face à qui il a perdu récemment, je crois. Non, ça commence à dater. Ouais, Ulanbekov qui commence à avoir une belle ascension, qui a battu Cody Durden il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt bon. Ouais, aller chercher un Ulanbekov, ça peut être intéressant. Pourquoi pas faire le Herseg Kazakura pour réaccueillir Asakura à l'UFC, on va dire. Super, ça. Ça serait super, ça. Ce serait super, mais franchement, ce serait très dur pour Herseg quand même, parce que Asakura, c'est vraiment pas un cadeau. Et là, si Herseg perd encore face à Asakura, qu'est-ce que tu fais de lui?
Donc voilà, personnellement, à cette point, je serais... Ercerc bientôt exclu du top 10, je pense. en, Là, en je crois fonction de qui lui que mettent. je crois En qu'il fonction de était, je crois qu'il était 6e avant son dernier combat de cette nuit. Non, 8e. Il était 8e. Il a Bah, pas... 8e, tu vois, pardon. Ouais, 8e. Bah, Donc, déjà, moi, j'ai pas trop compris pourquoi ils avaient mis ce combat face à Brandon Moreno. Ça me paraissait, d'une part, ça me paraissait vraiment dur pour Erceg. Et d'autre part, enfin, je trouvais que faire un Moreno Royval avait plus de sens. Après, peut-être qu'ils avaient plus ça en tête. Peut-être qu'ils avaient un autre combat, qu'ils voulaient faire un autre combat. Mais ouais, je trouve ça assez dur. Mais voilà, Erceg, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il va chercher Alex Perez, qui est numéro 7 à l'heure actuelle, qui est sur une défaite et une grosse blessure au genou contre Tatsuro Taira, donc ce serait pas un cadeau pour Perez non plus, mais ouais, ça pourrait être intéressant et tenter de le relancer là-dessus, ou alors chercher un peu plus bas que lui, genre Bruno Silva, Ulan Bekov. Bon, Tim Elliott, l'éternel vétéran de la division. Ouais, franchement, Tim Elliott a commencé à vraiment être impressionnant sa carrière. Hein, ouais, je tiens à noter. Bon, carrément. alors, ça fait plus d'un an qu'il a pas combattu maintenant, mais franchement, enfin, je rappelle que le mec, il avait affronté Demetrius Johnson en 2016 après avoir gagné le TUF. Et avant ça, il avait Ouais. déjà une carrière. Il avait déjà fait plusieurs combats à l'UFC. Donc, franchement, la carrière de Tim Elliott, c'est l'éternel gatekeeper du top 10. Si tu le bats, t'es un top 10. Si tu le bats pas, t'es pas un top 10. Voilà, en gros. Ok. Et franchement, tu regardes sa carrière depuis Demetrius Johnson. Putain, Ben Nguyen, Davison Figueiredo, Askar Askarov, Brandon Royval, Mathieu Nicolo. Ouais, c'est Que du impressionnant. lourd, quoi. Ouais, bon, alors Ryan Benoit, qui était pas un cador, mais qui était plutôt bon à une époque, qui avait notamment eu un très bon combat face à Brandon Moreno sur les débuts à l'UFC de Brandon Moreno. Hein, c'était en 2016, donc ça date. Mais qui avait aussi battu Sergio Pettis. Enfin bref. Mais ouais, c'est bon, bah, petit aparté sur Tim Elliott, mais bref, Erceg, ça va être compliqué la suite de sa carrière. Hein. Écoute, on va voir, mais moi, je vais quand même suivre ça attentivement parce que j'aime beaucoup ce combattant et je Mais trouve ouais, qu'il a, Erceg, il a encore des choses à proposer. ouais, Simplement. tout à fait. Enfin, il a le niveau top 10. Il a vraiment le niveau top 10 dans ses compétences. Son fight IQ pose un peu question. Il y a plusieurs moments où il fait des erreurs stratégiques, notamment face à Pantoja, notamment face à Moreno, qui lui coûte très très cher. Donc, ouais, je pense que vu comme c'est parti, s'il progresse pas, mais je pense que ouais, s'il progresse pas, il restera quand même, je pense, un membre solide du top 10 et un très Attends, bon juste 5 gatekeeper secondes. du top 10. 5 secondes. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Et voilà, bon, bah, sur le reste de la division, ouais, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire sur la suite de la division. Ouais, juste noter, voilà, moi, un combat qui me fait quand Attends, même excuse-moi. vraiment mal. Ouais, pas de souci, pas de souci. Bah, et aussi, juste un truc marrant à noter, mais Moreno, c'est la première fois qu'il gagne au Mexique. C'est quand même enfin, à la fois drôle et triste à dire, mais Moreno avait déjà pas mal combattu au Mexique, bon, Ah bon? sa terre natale. Hein. Ouais, bah, il avait combattu face à Sergio Pettis en 2017, où il avait perdu. Il avait fait une égalité face à Askar Askarov en 2019. Et son troisième combat c'était au Mexique, c'était face à Brandon Moreno, face à Brandon Royval. Ouais. Il avait perdu également. Donc là, en 4 combats, c'est la première fois qu'il gagne à Mexico. Donc voilà, c'est à la fois triste et drôle. Et d'ailleurs, ça s'est vu parce que Moreno était très ému à la fin du combat. Mais voilà. Et juste pour rapidement parler de la carte. Un gars que j'adore, Drew Dober. Ouais. Ah putain, ça commence à être dur. Hein. Là, il enchaîne les défaites très très dures. Ce qui s'était pris face à Jean Silva, c'était assez terrifiant. Là, il vient de se prendre un nouveau KO face à Manuel Torres. Voilà, Drew Dober qui avait un menton en granit à une époque, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus. Ah bah il est sujet à tomber, hein, ça c'est clair. Ouais, bah, depuis son combat face à Matt Frevola, il prend beaucoup plus de dégâts, enfin encore plus de dégâts qu'il s'en prenait avant, et surtout il n'arrive plus à récupérer parce qu'auparavant il prenait des dégâts face à Terence McKinney. Il faut voir ce qu'il prend comme dégâts. Il prend un sale knockdown, même plusieurs. Il se relève et il gagne le combat. Face à Bobby Green aussi, je crois qu'il y avait eu un truc. Il me semble que le combat avait été très explosif. Mais là, non seulement il prend des dégâts, non seulement il prend des knockdowns, mais en Je plus suis en train de il revoir les récupère pas. images, quoi. Et puis l'autre, il lui envoie une quinzaine de coups du marteau, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il est par terre, il tient la cheville de l'autre, tu sais pas trop ce qu'il fait. Après, l'arbitre arrête et lui, il est comme ça devant l'arbitre. Pourquoi vous avez arrêté, quoi? Ouais, C'est il y a un petit déclin là, hein. ouais, ouais, alors ça a jamais été un on l'a jamais vu comme un potentiel membre du top 10, enfin, comme un potentiel membre du top 5 plutôt, Non, mais toujours mais un c'était super combattant pour les cartes. toujours un très beau exactement, mais surtout un excellent gatekeeper du top 15 et là, ben, plus Mhm. ça avance, plus l'adversité, enfin, commence à baisser en niveau, heu, enfin, du moins commence à baisser en pédigré. Ouais, c'est peut-être un peu dur de dire que l'adversité baisse en niveau. Manuel Torres, c'est un gars qui, du peu que j'ai vu, a fait quelques très belles choses dans ses combats à l'UFC, qui a soumis Chris Duncan quand même. C'est plutôt à Mhm. noter. Bon, ouais, dont la seule défaite à l'UFC, c'est face à Bahamondes qui vient de rentrer dans le top 15. Enfin, ouais, c'est pas honteux, mais c'est pas le pédigré. Ouais, c'est pas le pédigré face à qui Drew Dober a perdu jusque-là, parce que jusque-là, bon, il a perdu face à Jean Silva, la terreur de la division d'en dessous. Donc en soi, c'est pas honteux. Il a perdu face à Renato Moicano. Faut voir. Enfin voilà, Renato Moicano, bordel de merde, c'est pas n'importe qui, loin de Super, là. super combattant. Euh, Enfin, comment il s'appelle Matt Frevola était sur une super lancée à ce moment-là. Il était sur une très belle série de victoires déjà, et il avait, J'apprécie aussi, ouais, le mec. ouais, il avait une sacrée, il avait quand même déjà une petite carrière à l'UFC qui était vraiment pas dégueulasse. Brad Riddle, on commence à l'oublier, Brad Riddle, mais franchement, ce mec, en 2021, il avait une hype absolument folle et enfin, une Qui est hype bien absolument folle. redescendu, hein. Ah bah oui, lui, le downfall était particulièrement brutal lui aussi, mais qui avait une hype folle en 2021 et qui était fondée. La hype était vraiment fondée. Il avait montré de très très belles choses. Et, enfin, 2021, il fera un combat de fou face à Raphaël Fiziev. Bon, certes, il perdra, mais il fera un combat de fou qui était vraiment impressionnant. Donc voilà, Brad Riddle, à ce moment-là, au moment où Drew Dober l'emporte, c'était pas n'importe qui. Islam Makhachev, quand Islam Makhachev était encore dans son ascension, bon, dilettante, que je qualifierais de dilettante personnellement, mais ouais, ça restait Islam Makhachev. Et à cette époque-là, déjà à cette époque-là, tout le monde savait qu'il serait champion un jour. Moi, je voulais pas y croire, mais bon, le temps m'a donné tort. Benel Dariush, bordel de merde, encore une fois. Olivier Aubin-Mercier, qui était un très solide, enfin, qui était encore une fois un très solide gatekeeper du top 15 à l'époque, et qui, après son départ de l'UFC, deviendra double champion du PFL. Ça a quand même un minimum de valeur. Enfin voilà, voilà, la carrière de Drew Dober, la plupart de ses défaites, enfin, en tout cas depuis pas mal d'années, étaient face à des gars solides, des gars établis. Là, ça commence à plus être le cas. Donc, pour Dober, ça commence à me faire mal personnellement. D'autant que j'aimais beaucoup Drew Dober à une époque, donc ouais, ça commence C'est à sûr. vraiment faire mal. On passe à autre chose ou tu restes sur l'UFC ou... Non, plus rien à rajouter sur l'UFC. Alors, vu que moi, j'aime bien, de temps en temps, j'aime bien parler des juges et des cartes. William Zepeda a remporté au point contre Farmer. Décision majoritaire. Ok. Il y a un juge qui a noté 114-114. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. Faudrait que je rescore le combat, faudrait que je le revoie, mais je pense que c'est Tandis assez que les fondé. deux autres ont attribué 115-113, 113-112 apparemment. Ah bah super, ça veut dire qu'il y a un juge qui a mis un 18 à un endroit. Donc ouais, mais personnellement, en fait, quand tu regardes vraiment les rounds, juste les rounds. Ah non, 116, 112. Pardon, non, pardon, donc j'ai rien dit, 116-112, c'est oui. pas. Ouais, 116, 112, pardon, j'ai rien dit. C'est l'autre Mais voilà, personnellement. 115-113 et l'autre 114-114. Donc voilà, personnellement, les rounds enfin, de ce que je me souviens de mon scoring, donc 1, 2, vraiment à la faveur de Zepeda, le 3, Farmer, 4, 5, 6, 7, plutôt à l'avantage de Zepeda, le 6 et le 7 sont assez serrés. Ouais, et à partir, voilà, 8, 9, 10, 11, 12, je les donne tous personnellement, je les donne tous à. Enfin, je crois que j'ai donné tous à Tane Farmer. Le 11 est super serré, je le donnais. Enfin, j'avais une grosse hésitation sur le 11, mais j'avais fini par le donner à Tane Farmer. Donc je pense que. Ouais. 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, Après, personnellement, moi, moi j'ai dit 6. je peux pas trop dire de choses là-dessus, parce que moi, j'ai vu Mais après, ouais, faudra que je le replay, revoie à un moment donné. Mais mais voilà, la j'aimerais bien voir le majorité des combat en décisions ne entier, me ouais. choquent pas. Par contre, pour moi, le deuxième round et le cinquième, ou au moins l'un des deux, ça doit être noté 18. Vraiment, parce que vraiment, Zepeda, enfin,
déglingue Tevin Farmer a aucune putain de réponse dans ces rounds-là. C'est très très chelou. Il y a, enfin voilà, il domine Farmer avec beaucoup d'impact sur une longue durée, sur plus d'une minute 30, et Ok. Farmer a vraiment aucune réaction. Alors ouais, à la fin des rounds, il reprend un petit peu, mais pour moi, c'est vraiment tout ce qu'il, enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un 18, même sans knockdown, quoi. Donc pour moi, il y a au moins un de ces deux rounds qui doit être noté 18. Donc personnellement, j'aurais du 114-113 pour Zepeda. Zepeda qui a eu une trop grosse débauche d'énergie sur les premiers rounds, qui a mal géré son énergie, et ça s'est senti à partir du 7e. Bon, alors, je crois que je lui donne le 7e quand même, mais on sent quand même que bah, voilà, Zepeda est manque cruellement de gaz, et ce sera le cas jusqu'à la fin du combat, quoi. Et Farmer fait de très belles choses au global sur la plupart des rounds. D'accord. Avec un 11e round qui est vraiment très serré. Faudrait que je revoie, mais voilà, de tête, de mémoire, il me semble que je donnais que sur les 7 premiers rounds, j'en ai donné qu'un seul à Farmer, mais que je lui donnais les 5 derniers. Ok. Salut, Wawa. Wawa. Mais ouais, franchement, la majorité decision me paraît franchement fondée. Bon, alors, encore une fois, faudrait que je revoie, mais je vois pas trop où le gars est allé chercher, enfin, où le juge qui a donné 116-112 a trouvé le 8e round pour Segura. Enfin, je veux dire, pas le. Enfin, pardon. Je vois pas quel round il a pu de. Enfin, comment dire. Ouais, enfin, ouais, le 8-4 me paraît un peu exagéré. Même en termes de. Enfin, même en termes de scoring, je vois pas trop quel round il a pu donner. Il a pu donner à Zepeda que je trouve pas. Enfin, que personnellement, j'ai pas donné à Zepeda. En Alors, dehors du 11e, mais voilà, c'est. Ok. Alors, j'ai une petite news à balancer en faisant une petite dédicace à JR. D'ailleurs, je sais pas ce que devient JR. Tu as des nouvelles, non Non. Non. Non, ça fait un moment que je l'ai pas. Bah, qu'il D'accord. n'est pas passé, Bon. même sur Insta, je suis pas allé, on n'a pas discuté, donc. Alors, pendant un temps, on se posait la question par rapport à Wilder. Donc, il revient le 27 juin face à Tyrell Herndon, c'est ça? Apparemment. Donc, voilà, je pense qu'on va pas trop parler de ça. Ah, écoute, il fait son retour. Tu vois ce Et- visage qui s'en ouais. bat complètement les couilles. Bon, bah, C'est triste, hein. Mais voilà. ouais. Et au bout d'un moment, si l'entourage de Wilder est pas capable de lui dire qu'il faut raccrocher ou autre, voilà, au bout d'un moment, c'est plus notre problème, quoi. Et apparemment, il y aurait, juste pour rebondir sur l'UFC avant de fermer la page, il y aurait un Makhachev Oliveira à l'étude pour l'UFC 317. Ok. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, à l'étude, hein. Enfin, toutes les semaines, t'as des combats. Enfin, ils disent, ouais, ce combat-là est envisagé pour telle date. Et au final, ça se fait jamais. Donc, ça, t'en as toutes les semaines. Donc, je pense pas que ce soit. Ouais, je pense pas que ce soit extrêmement pertinent dans l'absolu. Voilà, moi, j'ai fait un peu le tour. Ouais. Ouais, ouais, Est-ce que ouais, ouais. toi, Pour d'autres ceux qui choses n'ont à pas nous dire? vu, moi, je te conseillerais, si tu l'as pas vu, va voir le combat de Oui. Oscar Collazo hier. L'adversaire était pas très intéressant, mais Alors attends franchement, 2 le secondes. combat est très beau. Oscar Collazo Bouge contre, pas. Comme ça, j'essaie de mettre ça de côté. Je m'en souviens après. Alors, attends. voilà, Oscar Oscar Collazo contre Edwin Cano. Colazzo versus Edwin. Edwin Cano. qui? Cano, C-A-N-O. Voilà, Excusez-moi. le combat en lui-même n'est pas extrêmement disputé, mais franchement, le travail de Collazo est très impressionnant. Que ce soit en termes de déplacement, de shot selection, de travail au corps, bordel de merde, son travail au corps est fantastique. À Voilà, regarder plus je te tard. le conseille. Ouais, franchement, Ok. si t'as une petite demi-heure à tuer, ça vaut le coup, hein. En plus, c'est pas très long, donc c'est ouais, une petite Ça demi-heure à marche. tuer, ça vaut largement le coup. Ouais, j'ai dû. Ouais. Ok. Donc voilà. Ça marche. Bon, et moi, il faudra que je regarde le Yokasta Valley contre Marlène Sparza. Pas pris le temps de le regarder aujourd'hui. Enfin bon. Ok. Bon. Bah, super.
Eh bah, écoutez, je pense que pour YouTube, on va s'arrêter là. Alors de notre côté sur Twitch, on continue, pour, voilà, un peu les quelques reviews des quelques grands matchs de catch de la WWE principalement. Mais voilà, sur YouTube, ça s'arrêtera ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement. Allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains replays de Classics. Loman, ça a été un grand plaisir comme d'habitude. Merci à toi d'être là toutes les semaines. Alors, merci à toi aussi. Et j'ai vu que tu es à 470 abonnés sur YouTube. Allez, on n'est pas loin des 500. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les 500? Est-ce qu'il y aura un truc spécial ou pas du tout? Ah non, Ouais, faire des vidéos spéciales pour la tranche d'abonnés, je trouve pas ça très intéressant à faire personnellement. Voilà. ok. En tout cas, abonnez-vous à Sendo, on n'en est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi d'être là Merci. chaque semaine et d'être le plus fidèle des soldats. Et en tout cas, nous, on vous dit à très bientôt. Et salut YouTube! Salut!